Dans 97 ans, les derniers humains à naître sur Terre mourront sans avoir jamais respiré l'air de leur planète natale. Ils vivront sous des dômes de verre sur un monde rouge et mort, où chaque goutte d'eau vaudra plus que l'or, et où sortir sans protection signifie une mort en 2 minutes. Ceci n'est pas de la science-fiction, c'est le calendrier que suivent en ce moment même les agences spatiales les plus puissantes du monde. Et c'est seulement le début, parce que Mars n'est que la première étape, la plus proche, la plus facile. Après viendra Proxima du Centaure, une étoile si lointaine que nos arrière-petits-enfants mourront pendant le voyage pour l'atteindre. Et ensuite, si l'humanité survit jusque-là, Andromède, une galaxie entière qui fonce vers nous à 430 000 km/h. Une collision cosmique que nous ne pouvons pas éviter. 3 destinations, 3 destins, 3 paris impossibles sur la survie de notre espèce. Le premier mystère que tu vas découvrir cette nuit est celui-ci. Pourquoi les scientifiques top les plus brillants de la planète investissent que des milliards dans des projets qui ne verront jamais aboutir de leur vivant? Pourquoi construire des vaisseaux pour des voyages qui dureront des siècles? Pourquoi planifier la colonisation de mondes où nous ne mettrons jamais les pieds? La réponse va te glacer le sang, car elle repose sur une certitude mathématique que personne n'ose dire publiquement. La Terre a une date d'expiration. Le deuxième mystère concerne le temps lui-même. Pour atteindre Proxima Centauri, nos descendants devront vivre dans un vaisseau pendant si longtemps que les gens qui arriveront ne seront pas les mêmes que ceux qui sont partis. Pas seulement leurs enfants, mais des générations entières. Des cultures complètes naîtront et s'éteindront dans le vide spatial. Certains naîtront, vivront et mourront sans jamais connaître autre chose que des murs métalliques et le silence absolu de l'espace. Est-ce encore de l'exploration? Ou est-ce une condamnation? Le troisième mystère est le plus terrifiant. Andromède, notre galaxie voisine, contient 1 billion d'étoiles, 1 billion de soleils. Si seulement 1% de ces étoiles possèdent une planète habitable, cela fait 10 milliards de mondes potentiels. Et pourtant, nous n'avons jamais capté un seul signal, jamais vu la moindre trace de vie intelligente. Le silence est total, absolu. Qu'est-il arrivé à toutes ces civilisations qui auraient dû exister? Et surtout, est-ce que ce qui leur est arrivé nous attend aussi? Tu vas découvrir quelque chose qui te volera le sommeil. Tu vas comprendre pourquoi notre espèce regarde vers le ciel. Non pas avec espoir, mais avec désespoir. Pourquoi chaque progrès technologique nous rapproche d'une vérité que nous ne voulons pas accepter. Nous sommes piégés. Coincés sur un rocher qui tourne autour d'une étoile mourante, dans un coin reculé d'une galaxie qui va bientôt entrer en collision avec sa voisine. Et notre seule chance de survie implique des sacrifices que nous ne comprenons pas encore. Si te fascinent les mystères du cosmos, la fragilité de notre existence et les décisions impossibles que l'humanité devra prendre dans les siècles à venir, reste jusqu'à la fin. Le voyage commence maintenant. On nous a toujours raconté la même histoire. Une histoire pleine d'espoir et de promesses. Les agences spatiales, les entrepreneurs visionnaires, les scientifiques optimistes, tous nous répètent le même récit. L'humanité est une espèce exploratrice. Nous sommes nés pour voyager, pour conquérir de nouveaux mondes, pour étendre notre civilisation aux étoiles. Mars sera notre deuxième foyer. Proxima Centauri, notre premier système solaire colonisé. Andromède, le territoire d'un futur empire galactique. C'est une belle histoire. Inspirante, motivante, c'est aussi un mensonge. Pas un mensonge intentionnel, mais un mensonge par omission. Parce que cette version romantique de notre expansion cosmique oublie de mentionner les détails horribles, les calculs qui ne fonctionnent pas, les lois de la physique qui nous condamnent. Les paradoxes temporels qui rendent chaque scénario plus cauchemardesque que le précédent. Prends Mars par exemple. On te montre des images de coucher de soleil bleu sur l'horizon martien. On te parle de colonies futuristes avec des jardins sous dôme. On te fait rêver d'une planète rouge transformée en paradis terrestre grâce à la terraformation. Des océans où il n'y a que du sable, des forêts où il n'y a que des tempêtes de poussière, une atmosphère respirable, là où il n'y a qu'un vide presque total.
Mais voici ce qu'on ne te dit pas. Marte n'a pas de champ magnétique. Tu comprends ce que cela signifie? La Terre possède un bouclier invisible qui nous protège des radiations solaires mortelles. Un bouclier créé par le noyau de fer liquide qui tourne au centre de notre planète. Marte avait ce bouclier il y a 4 milliards d'années. Puis son noyau s'est refroidi. Le bouclier s'est éteint et le vent solaire a arraché son atmosphère, couche par couche, année après année, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien. Aujourd'hui, la pression atmosphérique sur Marte équivaut à celle que tu trouverais à 35 km au-dessus de la Terre. Si tu te tenais à la surface de Marte sans combinaison, ton sang commencerait à bouillir instantanément. Pas à cause de la chaleur, mais à cause de la pression. Le processus s'appelle l'ébullisme. Tes fluides corporels se transformeraient en gaz. Tes poumons se déchireraient. Tu aurais environ 15 secondes de conscience avant l'évanouissement et 2 minutes avant la mort. Et ce n'est que le début des problèmes. La température moyenne sur Marte est de 63 degrés Celsius en dessous de zéro. Elle peut monter à 20 degrés le jour, près de l'équateur, en été. Mais la nuit, elle plonge à 100 degrés sous zéro. Ces variations extrêmes détruiraient n'importe quelle structure mal conçue en quelques cycles. Le métal se fissure, le plastique devient cassant, les joints se brisent, le sol martien contient des perchlorates, des composés chimiques qui sont toxiques pour les humains. Si tu plantais des légumes dans le sol de Marte sans traitement, ils mourraient empoisonnés. Si tu respirais la poussière martienne, elle endommagerait tes poumons de manière irréversible. Cette même poussière est si fine qu'elle pénètre partout, s'infiltre dans les systèmes mécaniques, recouvre les panneaux solaires, réduit leur efficacité de 50% en quelques semaines. Alors oui, nous pouvons envoyer des humains sur Marte. Nous pouvons construire des habitats. Nous pouvons extraire de l'eau du sol gelé. Nous pouvons cultiver des plantes sous des lampes artificielles. Mais ce ne sera jamais un foyer. Ce sera toujours une prison. Une bulle fragile de survie au milieu d'un désert hostile qui essaie activement de nous tuer à chaque instant. Mais peut-être penses-tu que c'est simplement le prix à payer, que nos descendants s'adapteront, que la technologie progressera, que dans 500 ans, Marte sera effectivement terraformée et habitable. Peut-être, sauf que tous les modèles de terraformation se heurtent au même problème insurmontable. Comment donner à une planète morte un champ magnétique ? Certains scientifiques proposant de placer un énorme aimant artificiel au point de Lagrange entre Marte et le Soleil, un bouclier magnétique artificiel. Le coût énergétique d'un tel projet dépasse toute la production d'énergie de la civilisation humaine actuelle. Pendant des décennies, d'autres suggèrent de réchauffer le noyau de Marte. Avec quoi ? Des bombes nucléaires ? Il faudrait des millions d'ogives pour chauffer une masse aussi gigantesque, et nous ne savons même pas si cela fonctionnerait. La réalité est beaucoup plus sombre. Marte n'est pas notre futur foyer, c'est notre premier camp de réfugiés. Un endroit où nous apprendrons à survivre dans des conditions extrêmes, où nous développerons les technologies nécessaires pour vivre hors de la Terre. Mais ce ne sera jamais une solution permanente, c'est un entraînement, une étape. Parce que le véritable voyage ne fait que commencer. Proxima du Centaure est l'étoile la plus proche de notre système solaire. 4,2 années-lumière. Cela semble proche à l'échelle cosmique. Cela semble faisable. Nous avons envoyé des sondes au-delà de notre système solaire. Voyager 1 a quitté l'héliosphère en 2012. Elle voyage à 17 km par seconde. À cette vitesse, il lui faudrait 73 000 ans pour atteindre Proxima Centauri. 73 000 ans. La civilisation humaine telle que nous la connaissons n'a que 10 000 ans. Donc, nous devons aller plus vite. Beaucoup plus vite. Le projet Breakthrough Starshot propose d'envoyer des nanosondes propulsées par des lasers terrestres à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, elles atteindraient Proxima en 20 ans. 20 ans pour parcourir 4,2 années-lumière. C'est révolutionnaire, c'est incroyable. C'est aussi complètement inutile pour coloniser quoi que ce soit. Parce que ces sondes pèsent quelques grammes. Elles ne transportent rien d'autre que des capteurs et un transmetteur. Elles ne peuvent pas freiner en arrivant. Elles passent à toute vitesse, prennent quelques photos, envoient les données vers la Terre et disparaissent dans l'espace interstellaire pour toujours. Envoyer des humains, c'est une autre histoire. Un vaisseau capable de transporter des gens, avec des systèmes de support de vie, de la nourriture,
de l'eau, du carburant, des habitats. Tout ce qu'il faut pour survivre pendant des décennies pèserait des milliers de tonnes, peut-être des millions. Accélérer une telle masse à 20% de la vitesse de la lumière nécessiterait une quantité d'énergie équivalente à des millions de bombes nucléaires. Et ce n'est que pour l'accélération. Il faudrait la même quantité d'énergie pour ralentir à l'arrivée, sinon le vaisseau traverserait le système Proxima aussi vite que les nanosondes, incapables de s'arrêter. Alors les ingénieurs parlent de vaisseaux-génération. Des structures gigantesques qui voyageraient pendant des siècles, abritant des communautés entières. Les gens qui partiraient de la Terre ne seraient pas ceux qui arriveraient à Proxima, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants. Plusieurs générations naîtraient, vivraient et mourraient dans le vaisseau. Ces personnes ne connaîtraient jamais le ciel ouvert, jamais le vent sur leur visage, jamais la sensation de marcher sur de la vraie terre. Leur univers entier serait composé de couloirs métalliques, de compartiments recyclés, d'air filtré et refiltré jusqu'à ce qu'il ait le goût de la machine. Et que se passerait-il pendant ce voyage ? Les psychologues qui ont étudié des situations d'isolement prolongé savent que les groupes humains enfermés ensemble finissent toujours par développer des conflits, des factions, des tensions. Dans un vaisseau spatial, il n'y a nulle part où aller, nulle part où s'échapper. Un conflit sérieux pourrait détruire toute la mission. Une guerre civile dans un vaisseau génération signifierait la mort de tous. Mais supposons que nous surmontions ces problèmes. Supposons que nous construisions un vaisseau parfait, avec une société stable, des systèmes fiables, et que nous atteignions Proxima Centauri. Qui trouverions-nous ? Proxima b, une planète en zone habitable. Cela signifie qu'elle orbite à une distance de son étoile où l'eau liquide pourrait exister. Mais Proxima Centauri n'est pas le Soleil, c'est une naine rouge, une étoile petite, faible et violente. Elle émet des éruptions solaires massives, des explosions de radiation qui balaient tout le système planétaire. Proxima b est verrouillée gravitationnellement, ce qui signifie qu'une face est toujours tournée vers l'étoile, et l'autre toujours dans l'obscurité. Un côté brûlé par une chaleur infernale, l'autre gelé dans une nuit éternelle. Entre les deux, peut-être, une bande étroite où la vie pourrait exister. Peut-être. Nous ne savons même pas si Proxima b possède une atmosphère. Les éruptions de son étoile pourraient l'avoir arrachée, comme cela s'est produit sur Mars. Nous ne savons pas si elle possède de l'eau. Nous ne savons pas si son sol est toxique. Nous ne savons rien. Et nous ne le saurons pas avant d'y arriver. C'est le pari. Envoyer des milliers de personnes dans un voyage de plusieurs siècles vers un monde que nous n'avons jamais vu de près, en espérant qu'il soit habitable. Et s'il ne l'était pas ? Il n'y a pas de retour possible. Le carburant nécessaire pour revenir n'existe pas. Les gens qui partent pour Proxima Centauri ne reviendront jamais sur Terre. Jamais. C'est un billet aller simple vers l'inconnu. Et même si Proxima b est habitable, même si tout fonctionne parfaitement, qu'aurons-nous accompli ? Nous aurons colonisé un seul système stellaire à 4 années-lumière, un point insignifiant dans l'immensité de l'espace. Notre galaxie contient 400 milliards d'étoiles. Proxima Centauri est la plus proche. Toutes les autres sont encore plus loin. La deuxième étoile la plus proche, Alpha du Centaure, fait partie du même système triple. Ensuite, il y a l'étoile de Barnard, à 6 années-lumière, puis Luhmann 16, à 6,5 années-lumière, puis Wolf 359, à 7,9 années-lumière. Chaque saut devient exponentiellement plus difficile. Chaque distance supplémentaire nécessite encore plus d'énergie, encore plus de temps, encore plus de ressources. À ce rythme, coloniser ne serait-ce qu'une fraction de notre galaxie prendrait des millions d'années. Et nous n'avons peut-être pas des millions d'années, parce qu'Andromède arrive. Dans 4 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Collision est peut-être le mauvais mot. Fusion serait plus précis. Les deux galaxies vont se traverser, s'entremêler, leurs étoiles passant les unes à travers les autres dans une danse cosmique chaotique. Les simulations informatiques montrent que notre système solaire pourrait être éjecté dans l'espace intergalactique, arraché de la Voie lactée et envoyé dans le vide entre les galaxies, où il pourrait être jeté vers le centre de la nouvelle galaxie fusionnée,
où les trous noirs supermassifs des deux galaxies finiront par se rencontrer et fusionner eux aussi, libérant des vagues de radiation qui stériliseront tous les systèmes planétaires à des milliers d'années-lumière. 4 milliards d'années. Cela semble lointain. Tellement lointain que cela ne semble pas important. Mais la vérité est que l'humanité, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne sera plus là dans 4 milliards d'années. Nous aurons évolué en quelque chose d'autre, ou disparu complètement, mais quelque chose pourrait persister, nos descendants, sous une forme que nous ne pouvons même pas imaginer. Et ils devront faire face à Andromède. C'est là que réside le troisième destin. Pas seulement coloniser une planète ou un système stellaire, mais apprendre à survivre à des événements cosmiques qui détruisent des galaxies entières. Apprendre à manipuler l'espace-temps lui-même, à voyager entre les galaxies, à exister sur des échelles de temps qui rendent nos vies individuelles moins significatives qu'un battement de cils. Mais la réalité est beaucoup plus sombre, parce que nous ne savons pas si c'est possible. Nous ne savons pas si une civilisation peut survivre assez longtemps pour maîtriser ce genre de technologie. Nous ne savons pas si les lois de la physique le permettent même. Et surtout, nous ne savons pas pourquoi, si c'est possible, personne ne l'a fait avant nous. Le 28 juillet 2020, un rover de la taille d'une voiture a quitté la Terre. Il s'appelait Persévérance. 580 millions de kilomètres plus tard, le 18 février 2021, il s'est posé dans le cratère G0 sur Marte. Son objectif principal n'était pas de chercher de l'eau, ni de photographier des paysages martiens. C'était de produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Un appareil de la taille d'un grille-pain, appelé MOXIE, a commencé à aspirer du dioxyde de carbone et à le transformer en oxygène respirable. Le 20 avril 2021, MOXIE a produit 5 grammes d'oxygène. 5 grammes. De quoi respirer pendant 10 minutes. C'était la première fois dans l'histoire que l'humanité fabriquait de l'oxygène sur un autre monde. Les médias ont célébré cette réussite comme une révolution. Mais personne n'a mentionné les chiffres réels. Un humain adulte consomme environ 840 grammes d'oxygène par jour. Pour produire cette quantité, MOXIE devrait fonctionner pendant 168 cycles. Et ce petit appareil consomme 300 watts d'électricité. Pour maintenir un seul humain en vie, il faudrait une version de MOXIE 100 fois plus grande, alimentée par une centrale électrique capable de générer 30 kW en continu. Sur Marte, où les panneaux solaires sont 50% moins efficaces qu'à la Terre à cause de la poussière et de la distance au Soleil. Pour une colonie de 100 personnes, tu aurais besoin de 3 mégawatts, l'équivalent d'une petite centrale électrique terrestre. Sauf que tu ne peux pas simplement brancher un câble. Il faut tout construire sur place, avec des matériaux locaux, dans un environnement qui détruit les machines. C'est le véritable défi de Marte. Pas simplement y aller, pas même y survivre pendant quelques mois, mais établir une présence permanente et autonome. Une colonie qui ne dépend pas de ravitaillement constant depuis la Terre, parce que les ravitaillements sont limités par les fenêtres de lancement. Marte et la Terre s'alignent favorablement tous les 26 mois. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. Pendant cette période, qui dure environ quelques semaines, le voyage entre les deux planètes prend environ 7 à 9 mois en utilisant une trajectoire de Hohmann. C'est la route la plus économe en carburant. En dehors de ces fenêtres, le voyage devient exponentiellement plus coûteux en énergie et peut prendre des années. Cela signifie que les colons martiens ne pourraient recevoir de ravitaillement que tous les 26 mois, au mieux. Si quelque chose tourne mal entre deux fenêtres, si les réserves s'épuisent, si un système critique tombe en panne, il n'y a pas de sauvetage possible. Ils sont seuls, pendant 2 ans. C'est pourquoi la NASA et d'autres agences spatiales investissent massivement dans les technologies ISRU, In Situ Resource Utilization, l'utilisation des ressources locales. L'idée est simple. Au lieu d'apporter tout ce dont tu as besoin depuis la Terre, tu le fabriques sur place. De l'eau à partir de glace souterraine, de l'oxygène à partir de l'atmosphère, du carburant à partir de réactions chimiques utilisant des ressources martiennes, des matériaux de construction à partir du régolithe, le sol martien, prenons l'eau. Nous savons qu'il y a de la glace sur Marte, des quantités massives. Les données du Mars. Reconnaissance orbitée montre des dépôts de glace à moins d'1 mètre sous la surface dans certaines régions.
Mais extraire cette glace nécessite de creuser. Sur Terre, creuser est facile. Sur Mars, chaque mouvement consomme de l'énergie précieuse. Chaque machine doit être conçue pour fonctionner à des températures extrêmes. Et une fois que tu as extrait la glace, tu dois la faire fondre, la purifier, la stocker. Le processus Sabatier pourrait produire du méthane et de l'eau à partir du dioxyde de carbone atmosphérique et de l'hydrogène. Le méthane peut servir de carburant pour les fusées. C'est génial en théorie. Mais le processus nécessite de l'hydrogène, qui doit soit être apporté de la Terre, soit extrait de l'eau martienne par électrolyse, ce qui nous ramène au problème de l'eau. Et tout cela nécessite de l'énergie. Encore et toujours, tout revient à l'énergie. Les panneaux solaires ne suffisent pas. Ils se couvrent de poussière. Ils ne fonctionnent pas pendant les tempêtes globales qui peuvent durer des mois. La mission Opportunity a été tuée par une tempête de poussière en 2018. Ces panneaux solaires se sont couverts. Elle n'a plus pu recharger ses batteries et elle est morte. Un rover robotique peut mourir ainsi. Que se passerait-il avec des humains ? Donc nous parlons de réacteurs nucléaires, des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, comme ceux qui alimentent dans Curiosity. Mais ces générateurs produisent seulement 110 watts. Pour alimenter une colonie, il faudrait un véritable réacteur à fission. Apporter un réacteur nucléaire sur Mars signifie gérer le combustible radioactif, les déchets, la maintenance. Et que se passe-t-il si quelque chose tourne mal ? Une fusion sur Mars serait catastrophique. Il n'y a pas d'équipe d'urgence, pas d'évacuation possible. SpaceX propose d'envoyer 100 personnes à la fois dans son vaisseau Starship. Elon Musk parle de construire une ville d'1 million d'habitants sur Mars d'ici 100 ans. Les calculs sont fascinants. Pour envoyer 1 million de personnes avec des fenêtres de lancement tous les 26 mois, et en supposant que chaque vaisseau transporte 100 personnes, il faudrait lancer 10 000 vaisseaux par fenêtre. Cela signifie lancer environ 38 vaisseaux par jour pendant les semaines de la fenêtre optimale, pendant un siècle. La production industrielle nécessaire pour construire 10 000 vaisseaux spatiaux tous les 26 mois dépasse tout ce que l'humanité a jamais réalisé. Pour contexte, nous avons construit environ 50 000 avions commerciaux depuis le début de l'aviation. SpaceX devrait construire 200 000 vaisseaux interplanétaires en un siècle, et chacun devrait être réutilisable, capable de faire le voyage aller-retour plusieurs fois. Mais supposons que nous y arrivions. Supposons que la production industrielle atteigne ces niveaux impossibles. Supposons que nous envoyions 1 million de personnes sur Mars. Que mangeraient-elles ? Les expériences de culture en environnement contrôlé sur Terre ont montré qu'il faut environ 50 mètres carrés de surface de culture pour nourrir une personne. Pour 1 million de personnes, cela fait 50 millions de mètres carrés. 50 km carrés de serre, sur Mars, sous dôme, avec éclairage artificiel pendant les tempêtes, avec système de chauffage pour empêcher les plantes de geler, avec eau recyclée en circuit fermé, avec sol enrichi artificiellement parce que le régolithe martien est toxique et stérile. Le projet Melissa de l'Agence spatiale européenne étudie des systèmes de support de vie en boucle fermée depuis 30 ans. L'idée est de créer un écosystème artificiel où tout est recyclé. Les déchets humains sont décomposés par des bactéries. Ces bactéries produisent des nutriments pour les plantes. Les plantes produisent de l'oxygène et de la nourriture. Les humains consomment la nourriture et l'oxygène, produisant du dioxyde de carbone et des déchets. Le cycle se répète. Sur le papier, cela fonctionne. Dans la pratique, les systèmes Melissa n'ont jamais atteint plus de 85% d'efficacité. Cela signifie que 15% des ressources doivent être renouvelées de l'extérieur. Sur Terre, ce n'est pas un problème. Sur Mars, ces 15% représentent la différence entre la vie et la mort. Biosphère 2 était une expérience menée dans les années 90 en Arizona. Une structure hermétique abritant 8 personnes dans un écosystème artificiel complet. L'objectif était de tester si les humains pouvaient survivre dans un environnement complètement fermé. Après 16 mois, les niveaux d'oxygène avaient chuté dangereusement. Le dioxyde de carbone avait augmenté. Des espèces imprévues ont proliféré, tandis que d'autres s'éteignaient. Les participants ont développé des carences nutritionnelles. L'expérience a été considérée comme un échec. Et c'était sur Terre, avec la gravité terrestre, avec un bouclier magnétique, sans radiation mortelle, sans tempête de poussière globale.
La gravité de Mars est 38% de celle de la Terre. Nous ne savons pas ce que cela fait au corps humain à long terme. Les astronautes sur la Station spatiale internationale perdent de la masse musculaire et de la densité osseuse en microgravité, même avec 2 heures d'exercice quotidien. Sur Mars, la gravité partielle pourrait ralentir cette dégénération, mais nous n'en sommes pas certains. Les enfants nés sur Mars grandiraient dans cette gravité réduite. Leur structure osseuse, leur musculature, leur système cardiovasculaire se développeraient différemment. Pourraient-ils jamais venir sur Terre ? Ou la gravité terrestre serait-elle trop forte pour eux, écrasante, les clouant au sol comme des poids de plomb ? Il y a aussi la question des radiations. Le voyage vers Mars expose les astronautes à environ 300 millisieverts de radiation. Pour contexte, une radiographie dentaire représente environ 0,1 millisievert. Un scanner corporel complet, environ 10 millisieverts. Les travailleurs nucléaires sont limités à 50 millisieverts par an. Les astronautes voyageant vers Mars recevraient en 7 mois l'équivalent de 6 années de limite pour un travailleur nucléaire. Cette radiation augmente le risque de cancer, mais ce n'est pas tout. Elle endommage le système nerveux central. Des études sur des souris exposées à des radiations cosmiques simulées ont montré des dommages permanents aux neurones, des problèmes de mémoire, des difficultés cognitives. Les astronautes pourraient arriver sur Mars avec des capacités mentales diminuées. Et une fois sur Mars, sans le bouclier magnétique terrestre, ils continueraient à recevoir des radiations. Environ 200 millisieverts par an. Chaque année sur Mars équivaudrait à 4 années de limite pour un travailleur nucléaire terrestre. Les habitats devraient être enterrés ou recouverts de plusieurs mètres de régolithes pour bloquer les radiations. Vivre sous terre, dans des tunnels, sans lumière naturelle, pendant des années, des décennies, toute une vie. Le HISEAS, Hawaii Space Exploration, Analog and Simulation, a conduit plusieurs missions simulées entre 2013 et 2018. Des équipes de 6 personnes vivèrent dans un dôme isolé sur les pentes du Mauna Loa, simulant les conditions d'une mission martienne. 8 mois d'isolement, rations alimentaires limitées, sorties à l'extérieur uniquement en combinaison spatiale, communication avec le monde extérieur retardée de 20 minutes pour simuler la distance Terre-Mars. Les participants ont rapporté des niveaux de stress extrêmes, des tensions interpersonnelles, des conflits qui, dans un véritable environnement martien, auraient pu être mortels. Et c'était sur Terre. Ils savaient qu'en cas d'urgence médicale, un hélicoptère pouvait arriver en 1 heure. Ils savaient que la mission avait une date de fin. Ils savaient qu'ils retourneraient à leur vie normale. Sur Mars, il n'y aurait pas de retour, pas de fin, pas de sauvetage. Les plans actuels de la NASA visent une première mission habitée vers Mars dans les années 2030. Peut-être 2033, peut-être 2035. Une mission d'exploration. 4 à 6 astronautes, 30 jours de surface, puis retour. Le coût estimé dépasse 100 milliards de dollars. Pour 30 jours, établir une colonie permanente coûterait des billions, des milliers de milliards. Le produit intérieur brut mondial est d'environ 100 000 milliards de dollars par an. Consacrer même 1% de cela à la colonisation de Mars représenterait 1000 milliards par an, pendant des décennies. Est-ce que l'humanité est prête à faire ce sacrifice ? Pourquoi ? Pour établir une colonie fragile sur un monde mort qui pourrait ne jamais être véritablement habitable ? Et même si nous réussissons, même si nous établissons une colonie martienne autosuffisante, qu'aurons-nous accompli ? Nous aurons créé un 2e point de présence pour l'humanité. 2 planètes au lieu d'1. C'est mieux que rien. Cela double nos chances de survie en cas de catastrophe sur l'une des 2 planètes. Mais ce n'est toujours que notre système solaire. Un système qui a une durée de vie limitée. Notre Soleil est une étoile de séquence principale. Il brûle de l'hydrogène en hélium depuis 4,6 milliards d'années. Dans environ 1 milliard d'années, il aura brûlé assez d'hydrogène pour que son cœur commence à se contracter et à chauffer. Cela augmentera sa luminosité. La Terre commencera à se réchauffer. Dans 1,1 milliard d'années, les océans terrestres commenceront à s'évaporer. Dans 3,5 milliards d'années, la Terre sera une planète stérile, brûlée, sans eau, sans vie. Dans 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge,
engloutissant probablement Mercure et Vénus et transformant la Terre en un rocher fondu. Mars subira le même sort. Peut-être que pendant une brève période, quand le Soleil deviendra plus lumineux, Mars se réchauffera. Peut-être que son atmosphère s'épaissira temporairement. Peut-être qu'il y aura des siècles où Mars sera plus habitable qu'aujourd'hui. Mais finalement, elle aussi sera consumée ou stérilisée par notre étoile mourante. Donc Mars n'est qu'une solution temporaire. Un refuge pour quelques millions d'années au mieux. Et c'est en supposant que nous surmontions tous les obstacles impossibles, que nous construisions les technologies nécessaires, que nous investissions les ressources colossales requises. La communauté scientifique est divisée. Certains, comme Robert Zubrin, auteur de The Case for Mars, croient que la colonisation est non seulement possible, mais nécessaire, que l'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire pour survivre, que les défis techniques peuvent être surmontés avec suffisamment de volonté et d'ingéniosité. D'autres, comme le regretté Stephen Hawking, ont averti que nous devions quitter la Terre, mais ont reconnu que les obstacles étaient monumentaux. Hawking estimait que l'humanité avait environ 100 ans pour établir des colonies hors de la Terre avant qu'une catastrophe globale ne nous détruise. 100 ans. Nous en avons déjà utilisé quelques-uns depuis sa prédiction. La vérité inconfortable est que nous ne savons pas si c'est possible. Nous ne savons pas si des humains peuvent vivre sur Mars pendant des décennies sans développer de problèmes de santé fatals. Nous ne savons pas si nous pouvons construire des systèmes de support de vie suffisamment fiables. Nous ne savons pas si l'économie d'une colonie martienne pourrait jamais être viable. Qu'exporterait Mars vers la Terre pour payer les coûts massifs de son approvisionnement? Des minéraux rares. Le coût du transport rendrait tout produit martien ridiculement cher comparé aux alternatives terrestres. Certains suggèrent que Mars pourrait devenir un centre de recherche scientifique, mais nous faisons déjà de la recherche avec des rovers robotiques pour une fraction du coût d'une mission habitée. D'autres parlent de tourisme spatial. Mais qui paierait des millions pour un voyage de 7 mois suivi d'années de vie souterraine dans des conditions misérables? La réalité est que nous poursuivons Mars non pas parce que c'est économiquement sensé, mais parce que nous n'avons pas d'autre choix. Parce que mettre tous nos œufs dans le panier terrestre est une stratégie de survie catastrophique. Parce que tôt ou tard, un astéroïde, une super éruption volcanique, une guerre nucléaire, une pandémie incontrôlable, ou simplement notre propre incapacité à gérer le changement climatique pourrait rendre la Terre inhabitable. Mars est notre assurance, notre plan de secours. Même si c'est un plan terrible, c'est le seul que nous ayons à portée de main. Le 3 septembre 1976, Viking 2 a pris une photographie. Un simple cliché de la surface martienne, près de son site d'atterrissage dans Utopia Planitia. Sur cette image, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. Une fine couche de givre recouvrant le sol martien. Du givre d'eau. C'était la première preuve visuelle directe que l'eau existait sur Mars sous forme de glace. Mais ce que personne n'a dit publiquement à l'époque, c'est que cette découverte soulevait une question terrifiante. Si l'eau gelée existe si près de la surface, si accessible, pourquoi n'avons-nous jamais détecté de vie? Même pas de bactéries, même pas de traces organiques fossiles. Mars avait de l'eau. Mars avait une atmosphère plus épaisse il y a des milliards d'années. Toutes les conditions étaient réunies. Et pourtant, rien. Les expériences de Viking 1 et Viking 2 incluaient des tests spécifiquement conçus pour détecter la vie microbienne. L'expérience de libération marquée a injecté des nutriments contenant du carbone radioactif dans des échantillons de sol martien. Si des microbes étaient présents, ils consommeraient ces nutriments et libéreraient des gaz radioactifs détectables. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les détecteurs ont enregistré une libération de gaz. Les scientifiques étaient enthousiastes. Pendant quelques jours, il semblait que nous avions découvert la vie sur Mars. Puis, ils ont répété l'expérience avec un échantillon stérilisé par chauffage. La logique était simple. Chauffer le sol martien tuerait toute vie microbienne, donc aucun gaz ne devrait être libéré. Mais les gaz ont été libérés quand même. Cela signifiait que la réaction n'était pas biologique, c'était chimique. Quelque chose dans le sol martien réagissait avec les nutriments, mais ce n'était pas de la vie. Cette découverte a été dévastatrice. Non seulement nous n'avions pas trouvé de vie, mais nous avions découvert que Mars possédait une chimie de surface si agressive
qu'elle imitait les signatures de biologiques. Le sol martien contient des oxydants puissants qui détruisent les molécules organiques au contact. C'est un environnement activement hostile à la vie telle que nous la connaissons. Le 25 décembre 2003, Beagle 2, un atterrisseur britannique, s'est écrasé ou a mal fonctionné à la surface de Mars. Pendant 11 ans, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Puis, en janvier 2015, le Mars Reconnaissance Orbitaire a localisé l'épave. Beagle 2 avait réussi son atterrissage, mais ses panneaux solaires ne s'étaient pas complètement déployés. Sans énergie suffisante, il n'a jamais pu communiquer avec la Terre. Il est probablement resté fonctionnel pendant des heures ou des jours, essayant d'envoyer des signaux que personne n'a jamais reçus, avant que ses batteries ne meurent et que le froid martien ne le tue définitivement. C'est l'un des nombreux échecs. Mars Climate Orbiter s'est désintégré dans l'atmosphère martienne en 1999 parce qu'une équipe d'ingénieurs utilisait des unités métriques, tandis qu'une autre utilisait des unités impériales. Une simple erreur de conversion a détruit une mission de 327 millions de dollars. Mars Polar Lander s'est écrasé la même année, probablement à cause d'un dysfonctionnement des capteurs de ses jambes d'atterrissage. Schiaparelli s'est écrasé en 2016 à cause d'une erreur logicielle qui a fait croire à l'ordinateur de bord qu'il était déjà au sol, alors qu'il était encore à plusieurs kilomètres d'altitude. Ces échecs illustrent une réalité brutale. Mars détruit les machines. Le taux de réussite des missions martiennes est d'environ 50%. Une mission sur 2 échoue. Et ce sont des sondes robotiques, des appareils sans équipage, des machines conçues par les meilleurs ingénieurs du monde, testées pendant des années avant le lancement. Imagine ce taux d'échec appliqué à des missions habitées. Une défaillance critique sur une mission habitée ne signifie pas simplement la perte d'équipement. Cela signifie la mort de tous à bord. Il n'y a pas de sauvetage possible, pas de retour d'urgence. Le voyage de retour vers la Terre nécessite d'attendre la prochaine fenêtre de lancement, ce qui pourrait être dans 2 ans. 2 ans à survivre sur Mars avec des systèmes endommagés, des ressources limitées et aucun espoir d'aide extérieure. Le 11 juin 1991, une tempête de poussière a commencé dans le bassin Hellas sur Mars. En quelques semaines, elle s'est étendue à toute la planète. Une tempête globale. L'atmosphère entière enveloppée dans un nuage de poussière rouge qui a bloqué 99% de la lumière solaire. Cette tempête a duré plusieurs mois. Si des humains avaient été présents, dépendant de panneaux solaires pour l'énergie, ils seraient morts. Leurs batteries se seraient épuisées en quelques jours. Leur système de support de vie se serait arrêté. La température à l'intérieur de leurs habitats aurait chuté à des niveaux mortels. Ces tempêtes globales se produisent sur Mars environ tous les 3 à 4 ans terrestres. Elles ne sont pas prévisibles avec précision. Elles peuvent commencer soudainement et durer des mois. Une colonie martienne devrait avoir suffisamment de réserves d'énergie pour survivre pendant 6 mois sans lumière solaire. Cela signifie des batteries massives ou des réacteurs nucléaires. Et si le réacteur nucléaire tombe en panne pendant une tempête? Si les systèmes de refroidissement se bloquent? Si la poussière s'infiltre dans les mécanismes délicats? Mais les tempêtes ne sont que l'un des dangers. Les tourbillons de poussière, les Dust Devils, balayent régulièrement la surface martienne. Certains atteignent 20 km de hauteur. Leurs vents peuvent dépasser 100 km/h. Sur Terre, de tels vents seraient dévastateurs. Sur Mars, l'atmosphère ténue signifie que la pression du vent est beaucoup plus faible. Mais la poussière elle-même est dangereuse. Elle est électrostatiquement chargée. Elle adhère à tout. Elle pénètre les joints hermétiques. Elle endommage les roulements mécaniques. Elle recouvre les panneaux solaires en minutes. Et puis, il y a le voyage lui-même. 7 mois dans l'espace entre la Terre et Mars. 7 mois exposés aux radiations cosmiques, aux éruptions solaires, aux impacts de micrométéorites. L'espace interplanétaire n'est pas vide. Il contient des particules voyageant à des vitesses incroyables. Une particule de la taille d'un grain de sable, voyageant à 30 km par seconde, possède l'énergie d'une grenade à main. Elle peut percer la coque d'un vaisseau spatial. Elle peut tuer un astronaute instantanément. Le bouclier anti-radiation et anti-débris d'un vaisseau martien doit être massif. Des couches de protection, peut-être de l'eau stockée dans les parois du vaisseau pour absorber les radiations. Mais cela ajoute du poids. Et le poids est l'ennemi mortel de tout voyage spatial.
Chaque kilogramme supplémentaire nécessite plus de carburant pour l'accélération et la décélération. Plus de carburant signifie plus de poids. C'est un cercle vicieux. Le 23 juillet 2012, une éruption solaire massive a manqué la Terre de seulement 9 jours. Si elle nous avait frappés, elle aurait causé des pannes électriques globales, détruit des satellites, endommagé irréparablement les réseaux de communication. Les scientifiques de la NASA ont estimé que les dommages économiques auraient dépassé 2000 milliards de dollars. Le rétablissement complet aurait pris 4 à 10 ans. Maintenant, imagine cette même éruption frappant un vaisseau spatial en route vers Mars. Pas de magnétosphère protectrice, pas de bouclier atmosphérique, juste une coque métallique entre les astronautes et un flux de particules chargées voyageant à plusieurs millions de kilomètres par heure. La dose de radiation serait mortelle. Les astronautes développèrent le syndrome d'irradiation aiguë. Nausées, vomissements, diarrhée, suivis de la destruction du système immunitaire, d'hémorragie interne et de la mort dans des semaines. Les vaisseaux spatiaux pourraient avoir des refuges blindés, des compartiments spéciaux avec des parois épaisses où les astronautes se cacheraient pendant les éruptions solaires. Mais cela nécessite de détecter l'éruption à temps. Les particules les plus rapides voyagent à près de la vitesse de la lumière. Elles arrivent en 8 minutes depuis le Soleil. Les astronautes auraient 8 minutes pour atteindre le refuge. S'ils sont en train de faire une réparation à l'extérieur du vaisseau, en sortie extravéhiculaire, ils n'ont aucune chance. Et même dans le refuge, une exposition prolongée à une éruption majeure causerait des dommages. Les systèmes électroniques du vaisseau pourraient être endommagés. Les ordinateurs pourraient en subir des erreurs de bits, des dysfonctionnements causés par des particules énergétiques frappant leurs circuits. Dans le meilleur des cas, cela nécessite un redémarrage. Dans le pire des cas, cela cause une panne critique des systèmes de navigation ou de support de vie. Apollo 16 et Apollo 17 ont eu de la chance. Entre ces deux missions, en août 1972, une série massive d'éruptions solaires a frappé l'espace circumterrestre. Si Apollo 16 avait été retardé de quelques mois, ou si Apollo 17 avait été lancé quelques mois plus tôt, les astronautes auraient été pris dans la tempête. Sur la Lune, sans protection, ils auraient reçu des doses létales de radiation. Le danger ne disparaît pas une fois arrivés sur Mars. L'atterrissage lui-même est ce que les ingénieurs appellent les 7 minutes de terreur. 7 minutes pendant lesquelles le vaisseau passe de 20 000 km/h à zéro. 7 minutes pendant lesquelles tout doit fonctionner parfaitement, sinon c'est l'écrasement. L'atmosphère martienne est un problème unique. Elle est trop épaisse pour être ignorée, mais trop fine pour permettre un atterrissage en douceur avec des parachutes seuls. Les capsules doivent utiliser un bouclier thermique pour la rentrée atmosphérique, puis des parachutes supersoniques, puis des rétrofusées pour les derniers mètres. Chaque phase doit se déclencher au moment exact, à l'altitude exacte. Un retard d'1 seconde et le vaisseau s'écrase. Curiosity, qui a atterri avec succès en 2012, utilisait un système appelé Skycrane. Une plateforme volante abaissait le rover au bout de câbles pendant que ses fusées maintenaient la plateforme en vol stationnaire. C'était une conception tellement audacieuse que de nombreux ingénieurs pensaient qu'elle ne fonctionnerait jamais. Mais elle a fonctionné, une fois, pour un rover de 900 kg. Un vaisseau transportant des humains et leur équipement pèserait des dizaines de tonnes. Les systèmes d'atterrissage devraient être proportionnellement plus grands, plus complexes, plus susceptibles de défaillance. Et contrairement à un rover, si l'atterrissage échoue, les humains n'ont pas de deuxième chance. Certains proposent d'envoyer l'équipement en premier. Des habitats, des véhicules, des réserves, tout envoyé lors de missions cargo précédentes. Les humains n'arriveraient que lorsque tout est prêt et vérifié. Mais cela suppose que l'équipement fonctionne après avoir passé 2 ans ou plus sur la surface martienne sans maintenance. Les joints se dégradent, les batteries se déchargent, les systèmes électroniques peuvent tomber en panne à cause des variations de température extrêmes. Le télescope spatial, James Webb, a mis 30 ans à concevoir et construire. Il a été testé exhaustivement dans des chambres à vide simulant l'espace. Malgré tout, après son lancement en décembre 2021, les ingénieurs ont découvert que des micrométéorites frappaient son miroir primaire plus fréquemment que prévu. Un impact en mai 2022
a causé des dommages détectables à l'un des segments du miroir. Le télescope fonctionne toujours, mais cet impact rappelle que l'espace est un environnement hostile qui dégrade tout. Sur Mars, il n'y a pas d'équipe de réparation, pas de pièces de rechange envoyées rapidement, pas de mise à jour logicielle téléchargée pour corriger des bugs découverts après le déploiement. Tout doit fonctionner parfaitement, du premier coup, pendant des années. Mais supposons que nous surmontions tous ces obstacles. Supposons que nous établissions une colonie martienne qui survit, qui prospère même. Que se passe-t-il ensuite? Combien de temps avant que cette colonie ne devienne indépendante de la Terre? Avant qu'elle ne développe sa propre culture, sa propre identité? Les enfants nés sur Mars ne connaîtraient pas le ciel bleu, pas les océans, pas les forêts. Leur monde entier serait le rouge du désert martien et le gris métallique des habitats. Ils liraient sur la Terre dans des livres, verraient des images et des vidéos, mais ce serait abstrait, irréel. Comme nous lisons sur des lieux lointains que nous ne visiterons jamais. Et à mesure que les générations passeraient, que les Martiens se comptaient par milliers, puis par millions, quels seraient leurs objectifs? Pourquoi resteraient-ils loyaux à une planète qu'ils n'ont jamais vue? Qu'est-ce qui les empêcherait de déclarer leur indépendance? Et si la Terre et Mars entraient en conflit, comment cela se résoudrait-il? Une guerre interplanétaire serait absurde. Les distances sont trop grandes pour une confrontation militaire conventionnelle. Mais un embargo, refuser d'envoyer des ressources critiques, cela pourrait condamner des populations entières. L'histoire humaine est pleine d'exemples de colonies qui se sont rebellées contre leur métropole. Les États-Unis contre la Grande-Bretagne, l'Amérique latine contre l'Espagne, l'Afrique contre les puissances coloniales européennes. Pourquoi Mars serait-elle différente? Et contrairement aux révolutions terrestres, une révolution martienne ne pourrait pas être réprimée par des troupes envoyées depuis la Terre. Le voyage dure 7 mois. Toute réponse militaire arriverait trop tard. Mais peut-être que tout cela est une distraction. Peut-être que nous nous concentrons trop sur Mars parce que c'est la seule option réaliste dans un avenir proche. Peut-être que le véritable test de notre civilisation n'est pas de savoir si nous pouvons coloniser la planète voisine, mais si nous pouvons atteindre les étoiles. Parce que notre système solaire, aussi vaste soit-il, n'est qu'un point, et un point peut être détruit. Un seul événement catastrophique, une supernova proche, un trou noir errant, une collision avec un autre système stellaire pourrait anéantir tout ce que nous avons construit. Pour véritablement survivre à long terme, l'humanité doit devenir interstellaire, et cela nous ramène à Proxima Centauri. 4,2 années-lumière. Une distance qui semble franchissable à l'échelle cosmique, mais qui est un gouffre infranchissable à l'échelle humaine. Et ce qui attend là-bas pourrait être pire que tout ce que nous avons imaginé. Le 24 mars 2017, des astronomes utilisant l'Atacama Large Millimeter Array au Chili ont détecté quelque chose de terrifiant. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil, a produit une éruption stellaire si massive qu'elle a augmenté la luminosité de l'étoile de 1000% en seulement 10 secondes. 1000%. Imagine le Soleil devenant soudainement 10 fois plus brillant. Les températures sur Terre monteraient instantanément de centaines de degrés. Les océans commenceraient à bouillir. L'atmosphère s'enflammerait. Mais ce n'était pas tout. L'éruption a libéré une quantité d'énergie équivalente à 1 trillion de mégatonnes de TNT. 1 trillion. Pour contexte, la bombe atomique d'Hiroshima avait une puissance de 15 kilotonnes. Cette éruption de Proxima Centauri équivalait à 66 milliards de bombes d'Hiroshima, explosant simultanément. Et ce n'était pas une anomalie. C'était une éruption typique pour ce type d'étoile. Proxima Centauri est une naine rouge. Les naines rouges représentent pour environ 75% de toutes les étoiles de notre galaxie. Elles sont petites, froides et incroyablement violentes. Elles produisent des éruptions régulières qui balancent leur système planétaire avec des radiations mortelles. Proxima b, la planète en zone habitable que nous rêvons de coloniser, reçoit le plein impact de ces éruptions tous les quelques mois. Le 27 décembre 2004, une étoile située à 50 000 années-lumière de la Terre a explosé. Enfin, elle avait explosé 50 000 ans plus tôt, mais sa lumière nous a atteints ce jour-là. C'était un magnétar,
Une étoile à neutrons avec un champ magnétique si puissant qu'il déforme la structure même de l'espace autour d'elle. L'explosion, appelée SGR 1806-20, a libéré plus d'énergie en un dixième de seconde que notre Soleil n'en produira pendant 100 000 ans. L'onde de radiation a frappé la Terre, à 50 000 années-lumière de distance. Elle a ionisé la haute atmosphère. Elle a perturbé les communications radio. Des satellites ont signalé des dysfonctionnements. Si cette explosion s'était produite à 10 années-lumière, au lieu de 50 000, elle aurait causé une extinction de masse. L'atmosphère terrestre aurait été arrachée. Les océans auraient été stérilisés. Toute vie exposée à la surface serait morte instantanément. Et nous savons qu'il y a des magnétars dans notre voisinage galactique. SGR 1900+14, à 20 000 années-lumière. SGR 1627-41, à 35 000 années-lumière. Ces objets sont des bombes à retardement cosmique. Nous ne savons pas quand ils exploseront. Nous ne pouvons pas le prédire. Tout ce que nous savons, c'est que quand cela arrivera, si c'est suffisamment proche, notre civilisation n'y survivra pas. Le 15 février 2013, un astéroïde de 20 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie. Il voyageait à 19 km par seconde. À 30 km d'altitude, la pression atmosphérique et la friction ont causé son explosion. L'énergie libérée équivalait à 500 000 tonnes de TNT, 30 fois la bombe d'Hiroshima. L'onde de choc a brisé des fenêtres dans toute la région. Plus de 1500 personnes ont été blessées par des éclats d'Orfeuer. C'était un petit astéroïde. Nous ne l'avions pas vu venir. Maintenant, imagine un vaisseau spatial voyageant à 20% de la vitesse de lumière, comme le proposent les projets de sonde vers Proxima Centauri. 20% de la vitesse de la lumière, c'est 60 000 km par seconde. À cette vitesse, entrer en collision avec une particule de poussière d'1 milligramme libérerait l'énergie de 2 kg de TNT. Un grain de sable de 10 mg équivaudrait à 20 kg de TNT. Un caillou d'1 gramme serait comme 2 tonnes de TNT, explosant contre la coque du vaisseau. L'espace interstellaire n'est pas vide. Il contient de la poussière, des particules de gaz, des débris. La densité moyenne est d'environ 1 atome par centimètre cube, ce qui semble insignifiant. Mais un vaisseau voyageant à des vitesses relativistes traverse des milliards de centimètres cubes par seconde. Les collisions sont inévitables, et chaque collision libère une énergie destructrice. Les concepteurs de vaisseaux interstellaires parlent de boucliers massifs à l'avant du vaisseau. Des couches de matériaux sacrificiels qui absorbent les impacts. Mais ces boucliers ajoutent du poids. Et le poids nécessite plus d'énergie pour accélérer. Certains proposent d'utiliser des champs magnétiques pour dévier les particules chargées. Mais les particules neutres passeraient à travers. D'autres suggèrent des lasers avant-gardistes qui vaporiseraient les obstacles avant l'impact. Mais cela nécessiterait de détecter ces obstacles à des distances suffisantes, ce qui est technologiquement impossible avec notre technologie actuelle. Le 23 février 1987, une étoile dans le grand nuage de Magellan a explosé. Supernova 1987A. À 168 000 années-lumière, elle était suffisamment proche pour être visible à l'œil nu depuis l'hémisphère sud. Les astronomes du monde entier ont observé avec fascination cette étoile mourante. Les neutrinos de l'explosion ont atteint la Terre et ont été détectés par des observatoires souterrains. Des milliards de neutrinos ont traversé chaque centimètre carré de la planète en quelques secondes. Les neutrinos interagissent rarement avec la matière. Ils peuvent traverser des années-lumière de plomb sans être déviés. Mais pendant une supernova, le flux est si intense que même ces particules fantomatiques deviennent dangereuses. Si une supernova se produisait à 10 années-lumière de la Terre, le flux de neutrinos serait suffisant pour délivrer une dose létale de radiation à tout être vivant. Pas par impact direct, mais simplement par le volume pur de particules traversant nos corps. Et les supernovas ne sont pas rares. Elles se produisent environ une fois par siècle dans une galaxie de la taille de la Voie lactée. Nous sommes en retard pour la prochaine.
La dernière supernova observée dans notre galaxie date de 1604. Elle s'appelait la supernova de Kepler. Depuis, 400 ans se sont écoulés. Statistiquement, nous devrions en avoir vu 3 ou 4 autres. Soit elles se sont produites dans des parties de la galaxie obscurcies par la poussière, soit nous avons simplement eu de la chance. Bételgeuse, une supergéante rouge dans la constellation d'Orion, est candidate pour devenir supernova. Elle se trouve à 640 années-lumière. Quand elle explosera, et les astronomes pensent que cela pourrait arriver n'importe quand entre maintenant et 100 000 ans, elle sera visible en plein jour. Elle pourrait être aussi brillante que la Lune pendant des semaines. Ce serait un spectacle magnifique et complètement inoffensif pour la Terre, car 640 années-lumière est une distance sûre. Mais qu'en est-il d'Ica Pégasi, un système binaire à 150 années-lumière? L'une des étoiles est une naine blanche qui accumule de la matière de sa compagne. Dans quelques millions d'années, elle pourrait atteindre la masse critique et exploser en supernova de type IA. 150 années-lumière est encore sûr, mais c'est plus proche que Bételgeuse. Et il y a d'autres candidats, Spica à 260 années-lumière, Eta Carinae à 70-500 années-lumière, mais tellement massive que son explosion sera extraordinairement puissante. Le danger réel vient des sursauts gamma, les événements les plus énergétiques de l'univers depuis le Big Bang. Quand certaines étoiles massives explosent, ou quand 2 étoiles à neutrons fusionnent, elles peuvent produire des jets de rayons gamma se déplaçant à 99,9% de la vitesse de la lumière. Ces jets sont concentrés, comme les faisceaux d'un phare cosmique. Si tu te trouves dans le chemin du faisceau, tu reçois une dose de radiation qui peut stériliser un hémisphère planétaire entier. Le 27 décembre 1997, les satellites en orbite terrestre ont détecté un sursaut gamma provenant d'une galaxie à 4 milliards d'années-lumière. Même à cette distance inimaginable, le sursaut était si brillant qu'il a saturé les détecteurs. Si ce même événement s'était produit dans notre galaxie, à disons 1000 années-lumière, et si son jet avait été pointé vers la Terre, la couche d'ozone aurait été détruite instantanément. Les radiations UV du Soleil auraient ensuite tué la plupart des organismes photosynthétiques. La chaîne alimentaire se serait effondrée. Une extinction de masse aurait suivi. Certains scientifiques pensent que l'extinction de l'ordovicien silurien, il y a 445 millions d'années, qui a tué 85% de toutes les espèces marines, pourrait avoir été causée par un sursaut gamma. Il n'y a pas de preuve directe, car nous ne pouvons pas détecter un événement si ancien. Mais les schémas d'extinction correspondent. Une mort soudaine et massive, concentrée dans un hémisphère, suivie d'un effondrement écologique global. Et nous savons qu'il y a des étoiles dans notre voisinage qui pourraient nous produire des sursauts gamma. WR104, un système binaire d'étoiles Wolf-Rayet à 8000 années-lumière. Son axe de rotation pourrait être aligné vers la Terre. Si cette étoile explose en hypernova et produit un sursaut gamma, et si ce jet est pointé dans notre direction, nous aurions 8000 ans d'avertissement. C'est le temps que met la lumière pour voyager. Sauf que nous ne verrions rien jusqu'à ce que ce soit trop tard. L'explosion elle-même voyagerait à la vitesse de la lumière. Le sursaut gamma et sa lumière arriveraient simultanément. Pas d'avertissement, pas de temps pour réagir. Juste une mort soudaine pour la moitié de la planète. Mais revenons à Proxima Centauri. Revenons à notre destination interstellaire la plus proche. Les éruptions que j'ai mentionnées ne sont pas de simples curiosités astronomiques. Elles représentent un danger existentiel pour toute vie sur Proxima b. Chaque éruption majeure baigne la planète dans des rayons X et des ultraviolets extrêmes. Si Proxima b possède une atmosphère, ces éruptions l'érodent lentement. Si elle possède de l'eau, les radiations décomposent les molécules, libérant de l'hydrogène qui s'échappe dans l'espace. Les observations du télescope spatial Hubble ont montré que Proxima b reçoit environ 250 fois plus de rayonnement X que la Terre. 250 fois. Et pendant les éruptions, ce chiffre peut être multiplié par 1000. Aucune vie terrestre ne pourrait survivre à ces conditions. Même les organismes extrémophiles les plus résistants, les bactéries capables de survivre à des doses massives de radiation, seraient détruites. Pour qu'une colonie humaine survive sur Proxima b,
elle devrait être entièrement souterraine, profondément enterrée sous des mètres de roches pour bloquer les radiations. Les habitants ne verraient jamais leur étoile. Ils vivraient dans une obscurité perpétuelle, éclairés uniquement par des sources artificielles. Ce serait pire que Marte. Au moins, sur Marte, tu peux voir le ciel pendant les périodes calmes. Sur Proxima b, sortir en surface pendant une éruption serait un suicide immédiat. Et les éruptions ne sont pas le seul problème. Proxima b est verrouillé gravitationnellement, comme mentionné avant. Mais ce que cela signifie pour le climat est cauchemardesque. Le côté jour reçoit un flux constant de radiation. Le côté nuit est dans l'obscurité éternelle. Entre les deux, des vents d'une violence inimaginable souffleraient en permanence, transportant la chaleur du côté jour vers le côté nuit. Ces vents pourraient atteindre des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par heure, en continu, sans arrêt, jamais. Les simulations climatiques de planètes verrouillées montrent des scénarios terrifiants. Sur certains modèles, toute l'eau liquide migre vers le côté nuit et gèle, créant un immense glacier pendant que le côté jour devient un désert brûlé. Sur d'autres modèles, l'eau reste liquide uniquement dans une bande étroite au terminateur, la ligne de démarcation entre jour et nuit. Cette bande serait constamment balayée par des tempêtes violentes causées par les différences de température extrêmes. Le 12 novembre 2026, selon les prédictions actuelles, le télescope spatial James Webb devrait avoir accumulé suffisamment de données d'observation de Proxima b pour déterminer si la planète possède une atmosphère. Si les résultats sont négatifs, si Proxima b est un rocher stérile sans air, alors le rêve de coloniser l'étoile la plus proche s'effondre. Nous aurions besoin de chercher ailleurs. Alpha Centauri. A ou B? Peut-être. Mais ces étoiles sont légèrement plus loin et nous n'avons pas encore détecté de planètes confirmées dans leurs zones habitables. Barnard B, une planète autour de l'étoile de Barnard à 6 années-lumière, est trop froide. Elle reçoit seulement 2% de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Sa température de surface est estimée à 170 degrés Celsius en dessous de zéro. Luyten B, autour de l'étoile de Luyten à 12 années-lumière, est plus prometteuse. Mais 12 années-lumière, c'est 3 fois la distance de Proxima. Un voyage qui prendrait non pas des décennies, mais des siècles même, avec les technologies les plus optimistes. Et plus nous regardons loin, plus les dangers se multiplient. Les rayons cosmiques galactiques baignent tout l'espace interstellaire. Ce sont des particules de haute énergie, principalement des protons, accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière par des supernovas et d'autres événements violents. Un vaisseau spatial en voyage interstellaire traverserait ce bain de radiation pendant des années, des décennies, des siècles. Les boucliers nécessaires pour protéger les passagers seraient massifs. Et même avec les meilleurs boucliers, une exposition prolongée causerait des dommages cumulatifs. Les astronautes sur la Station spatiale internationale sont partiellement protégés par la magnétosphère terrestre. Ils reçoivent encore environ 50 à 2000 millisieverts par an selon l'activité solaire. Dans l'espace interstellaire, loin de toute protection planétaire, un voyageur non blindé recevrait environ 400 à 600 millisieverts par an simplement des rayons cosmiques galactiques. Sur un voyage de 40 ans vers Proxima Centauri, cela représenterait 16 000 à 24 000 millisieverts. De quoi garantir le cancer, de quoi causer des dommages neurologiques graves, de quoi réduire l'espérance de vie de décennies. Le projet Daedalus, conçu par la British Interplanetary Society dans les années 70, proposait un vaisseau propulsé par des explosions de fusion nucléaire. Des milliers de petites bombes thermonucléaires exploseraient derrière le vaisseau, le propulsant à 12% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le voyage vers l'étoile de Barnard prendrait 50 ans. Mais la conception nécessitait 54 000 tonnes de carburant, principalement de l'hélium-3 qui devrait être extrait de l'atmosphère de Jupiter. Le vaisseau lui-même pèserait 54 000 tonnes au total, dont 450 tonnes de charge utile scientifique, aucun humain à bord. C'était une sonde de 54 000 tonnes pour un voyage aller simple sans freinage. Elle passerait à toute vitesse près de l'étoile de Barnard, prendrait des mesures pendant quelques jours, transmettrait les données vers la Terre et disparaîtrait dans l'espace interstellaire pour toujours. Le coût estimé
dépassait plusieurs fois le produit intérieur brut mondial de l'époque. Le projet Orion, encore plus ambitieux, proposait d'utiliser de véritables bombes atomiques, des ogives nucléaires explosant derrière une plaque de poussée massif. Les concepteurs pensaient qu'un tel vaisseau pourrait atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Mais le traité d'interdiction des essais nucléaires a effectivement tué le projet. Personne ne voulait lancer des milliers de bombes nucléaires dans l'espace, même pour l'exploration interstellaire. Et puis, il y a le problème du ralentissement. Toutes ces conceptions se concentrent sur l'accélération. Mais arriver à destination à 10 ou 20% de la vitesse de la lumière est inutile si tu ne peux pas t'arrêter. Tu as besoin de la même quantité d'énergie pour ralentir que pour accélérer. Donc double le carburant. 100 000 tonnes, 200 000 tonnes. Les chiffres deviennent absurdes. Certains proposent le freinage magnétique, déployer une voile magnétique géante qui interagit avec le champ magnétique interstellaire et le vent stellaire de l'étoile de destination. En théorie, cela pourrait ralentir le vaisseau. En pratique, le champ magnétique interstellaire est incroyablement faible. Le processus de freinage prendrait des décennies, peut-être un siècle. Et pendant tout ce temps, les systèmes du vaisseau devraient continuer à fonctionner parfaitement. D'autres parlent de voile photonique pour le ralentissement. Une fois proche de l'étoile de destination, le vaisseau déploierait une voile réfléchissante énorme. La pression de radiation de l'étoile ralentirait progressivement le vaisseau, mais cela aussi nécessite des décennies. Et la voile devrait être parfaitement orientée, parfaitement stable. Une déchirure, un pli, un défaut dans le matériau, et tout le système échoue. La réalité brutale est que nous ne savons pas comment envoyer des humains vers les étoiles. Nous avons des concepts théoriques, des calculs sur papier, des simulations informatiques, mais rien de concret. Rien de constructible avec notre technologie actuelle ou même celle des 50 prochaines années. Et pendant que nous développons ces technologies hypothétiques, l'univers continue son travail de destruction. Les étoiles explosent, les rayons cosmiques bombardent tout, les collisions galactiques se préparent. Mais au-delà de toutes ces distances, de tous ces chiffres qui écrasent notre imagination, de toutes ces violences cosmiques qui menacent chaque trajectoire vers les étoiles, se cache une question beaucoup plus troublante. Une question qui ne concerne pas la physique, ni l'ingénierie, ni même notre capacité technique à franchir ces abîmes. Non, cette question touche à quelque chose de bien plus profond, de bien plus vertigineux. Elle touche à ce que nous sommes, à ce que nous deviendrons, et surtout à ce que signifie vraiment quitter le berceau qui nous a vu naître. Parce que voilà la vérité que personne n'ose formuler complètement. Si nous partons vers Mars, vers Proxima, vers Andromède, nous ne partons pas en expédition. Nous partons en exil. Nous devenons des réfugiés cosmiques, chassés non pas par la guerre ou la famine, mais par quelque chose de bien plus implacable. Le temps lui-même, l'entropie, la mort thermique qui attend inévitablement notre étoile, notre galaxie, notre univers tout entier. Et cette réalité transforme complètement le sens de notre départ. Imaginons un instant que nous réussissions, que dans 2 siècles, 3 siècles peut-être, les premiers humains foulent le sol ocre de Mars, non pas comme des visiteurs, mais comme des habitants permanents, qu'ils construisent dans des villes sous des dômes transparents, qu'ils terraforment lentement l'atmosphère, qu'ils creusent dans des galeries profondes dans la roche rouge pour échapper aux radiations. Ces gens, ces martiens de première génération, que seront-ils exactement? Encore des humains? Des terriens en exil? Ou quelque chose de fondamentalement nouveau? La biologie elle-même nous donne une réponse troublante. Sur Mars, la gravité ne représente que 38% de celle de la Terre. Les enfants qui naîtront là-bas, qui grandiront dans cette pesanteur réduite, développeront des corps différents. Leurs os seront plus longs, plus fragiles, leurs muscles moins denses, leur cœur, adapté à pomper le sang dans un environnement où tout pèse moins lourd, battra différemment. En quelques générations seulement, les Martiens ne pourront peut-être plus jamais revenir sur Terre. La gravité qui nous a façonnés pendant des millions d'années les écraserait, briserait leur squelette devenu trop léger pour un monde trop lourd. Ce ne serait plus un choix de rester sur Mars, ce serait une condamnation biologique, et nous parlons seulement de la gravité. Mais qu'en est-il de l'exposition constante aux radiations cosmiques, même atténuée par les habitats? Qu'en est-il de l'isolation sociale, de la distance psychologique d'avec la Terre?
Qu'en est-il du fait de vivre toute sa vie sans jamais voir un océan, sans jamais sentir la pluie sur son visage, sans jamais entendre le vent dans les arbres? Les psychologues qui étudient l'isolation extrême, ceux qui travaillent avec les équipes antarctiques ou les sous-mariniers en mission longue, connaissent un phénomène qu'ils appellent le troisième quart. C'est cette période, généralement après avoir dépassé les 2/3 d'une mission d'isolement, où l'esprit humain commence à se fragmenter subtilement. Les gens deviennent irritables, dépressifs, ils développent comme des obsessions étranges, certains commencent à entendre des voix, d'autres perdent la notion du temps. Et cela, c'est pour des missions de quelques mois, avec la certitude absolue qu'ils reviendront chez eux. Maintenant, imaginez ce que signifie savoir que vous ne reviendrez jamais. Que la Terre, cette planète bleue suspendue dans le ciel martien comme une étoile brillante, n'est plus votre maison, qu'elle ne le sera plus jamais. Que vos enfants, et les enfants de vos enfants, ne la connaîtront que par des images, des vidéos, des histoires racontées par des ancêtres de plus en plus lointains. Combien de générations faudra-t-il avant que la Terre devienne un mythe, avant qu'elle ne soit plus qu'une légende, un jardin d'Éden perdu dont on parle avec nostalgie, mais sans véritable compréhension? 100 ans? 200 ans? Moins peut-être, beaucoup moins. Et c'est là que la véritable question existentielle émerge. Si nous nous séparons ainsi de notre planète d'origine, si nous nous dispersons à travers le système solaire, puis vers les étoiles, puis vers d'autres galaxies, que devient l'identité humaine elle-même? Parce que nous ne serons plus une seule espèce, c'est impossible. L'évolution ne s'arrête jamais. Et les pressions sélectives sur Mars, sur une lune de Jupiter, sur une planète en orbite autour de Proxima Centauri, dans une colonie flottante entre les étoiles d'Andromède, seront tellement différentes que nous divergerons nécessairement. En quelques dizaines de milliers d'années, peut-être beaucoup moins si nous intégrons des modifications génétiques délibérées pour nous adapter, les descendants des terriens deviendront une mosaïque d'espèces cousines. Toutes issues du même ancêtre, mais désormais aussi différentes les unes des autres que nous le sommes des autres grands singes. Des humains qui respirent du méthane. Des humains dont la peau photosynthétise la lumière d'une étoile rouge. Des humains dont le métabolisme ralenti leur permet de survivre aux voyages interstellaires de milliers d'années. Des humains qui vivent dans l'espace profond, qui n'ont jamais connu la sensation d'une planète sous leurs pieds. Des humains qui ont fusionné avec la technologie au point qu'on ne peut plus distinguer où finit la biologie et où commence la machine. Seront-ils encore humains ou quelque chose d'entièrement nouveau? Et voici la paradoxe qui devrait vous glacer le sang. Pour survivre, nous devons nous disperser. Pour persister en tant qu'espèce, nous devons coloniser d'autres mondes. Mais ce faisant, nous garantissons notre propre fragmentation. Nous détruisons l'unité même de ce que signifie être humain. Nous nous condamnons à devenir des étrangers, les uns pour les autres. C'est le prix de la survie cosmique. Ce n'est pas l'énergie nécessaire pour atteindre les étoiles. Ce n'est pas les radiations ou les collisions avec des micrométéorites. Le véritable prix, c'est notre identité collective. Maintenant, considérons une autre dimension de ce vertige existentiel, celle du temps. Même si nous atteignons Proxima Centauri, même si nous établissons une colonie viable autour de cette étoile située à 4 années-lumière, la communication avec la Terre sera fondamentalement brisée. Chaque message prendra 4 ans pour arriver. Chaque réponse, 4 ans de plus. Une conversation simple, un échange de 2 phrases, nécessitera 16 ans. Personne ne peut maintenir une civilisation cohérente avec un tel délai de communication. Inévitablement, inexorablement, les colonies stellaires développeront leur propre culture, leurs propres lois, leur propre vision du monde. Elles deviendront indépendantes non pas par choix politique, mais par nécessité pratique. Et si nous parlons d'Andromède? Cette galaxie est à 2,5 millions d'années-lumière. Un message envoyé depuis une colonie andromédienne prendrait 2,5 millions d'années pour atteindre la Terre. La réponse, si la Terre existe encore, si l'humanité terrestre existe encore, prendrait 5 millions d'années pour faire l'aller-retour complet. À cette échelle, le mot car communication perd tout son sens. Ce ne seraient même plus des messages. Ce seraient des fossiles, des artefacts archéologiques d'une civilisation probablement disparue depuis des éons avant même que le signal n'arrive. Les colonies andromédiennes seraient, pour tous les effets pratiques,
complètement et définitivement seule. Coupée non seulement de la Terre, mais de toute possibilité de contact avec leur espèce d'origine. Elles pourraient évoluer pendant des millions d'années sans jamais savoir ce qui est arrivé à l'humanité terrestre, sans jamais savoir si elles sont les dernières ou si d'autres ont survécu ailleurs. Imaginez la solitude cosmique de cette réalisation. Savoir que vous êtes des humains, des descendants de la Terre, mais que vous ne reverrez jamais cette planète, ni même n'aurez de nouvelles d'elle. Que tout ce qui vous connecte à votre origine est un ensemble de données historiques, des enregistrements vidéo, peut-être quelques objets précieusement conservés qui ont fait le voyage. Des reliques d'un monde devenu aussi mythologique que l'Atlantide. Et pendant ce temps, qu'arrive-t-il à la Terre elle-même ? Supposons que nous réussissions ce rêve impossible, que nous établissions des colonies sur Mars, des avant-postes vers Proxima, peut-être même, dans des millions d'années, une présence dans Andromède. Cela sauve-t-il l'humanité ? Ou ne fait-il que prolonger l'agonie ? Parce que même si nous nous dispersons à travers l'univers entier, nous ne pouvons pas échapper à son destin final. Toutes les étoiles mourront, toutes les galaxies se disperseront dans l'expansion cosmique jusqu'à ce qu'elles soient si éloignées les unes des autres qu'aucune lumière ne puisse traverser l'espace qui les sépare. L'univers deviendra froid, noir, vide. Un désert quantique où même les atomes se désintégreront lentement. Nous appelons cela la mort thermique, et elle est inévitable. Alors, à quoi bon ? Si tout finit dans l'oubli absolu, si l'univers entier est condamné à l'extinction, pourquoi se battre pour survivre ? Pourquoi traverser ces abîmes impossibles ? Pourquoi nous transformer en créatures méconnaissables ? Pourquoi endurer la solitude cosmique si tout cela ne mène qu'au néant final ? C'est peut-être la question existentielle la plus vertigineuse que l'astronomie moderne nous impose. Et elle n'a pas de réponse facile. Certains philosophes suggèrent que la valeur n'est pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même. Que chaque moment de conscience, chaque instant où l'univers se regarde à travers nos yeux, a une valeur intrinsèque, même s'il est destiné à disparaître. Que la beauté d'un coucher de soleil n'est pas diminuée par le fait qu'il finira. Au contraire, sa nature éphémère le rend plus précieux. D'autres adoptent une perspective plus pragmatique. Nous nous battons pour survivre parce que c'est ce que fait la vie, c'est sa nature fondamentale. Depuis la première cellule qui s'est répliquée dans un océan primordial il y a 4 milliards d'années, la vie a lutté contre l'entropie, contre le chaos thermodynamique. Nous sommes les héritiers de cette lutte. Abandonner serait trahir 4 milliards d'années d'évolution qui nous ont amenés jusqu'ici. Mais il existe une troisième possibilité, plus étrange, plus dérangeante. Une possibilité qui émerge quand on considère véritablement les échelles de temps impliquées. Nous pensons au futur en termes de siècles, peut-être de millénaires si nous sommes ambitieux. Mais l'univers pense en milliards d'années. La mort thermique n'arrivera pas demain, ni dans 1 million d'années. Les estimations actuelles suggèrent que l'univers restera capable de supporter des structures organisées, des étoiles, des planètes, potentiellement la vie, pendant encore des centaines de billions d'années, des dizaines, peut-être des centaines de trillions d'années. À cette échelle, l'histoire entière de l'humanité jusqu'à présent, ces 300 000 ans depuis l'apparition d'Homo sapiens, représente moins qu'un battement de cils, moins qu'un instant. Nous sommes à l'aube absolue de ce qui est possible. Si nous survivons seulement 1 million d'années de plus, ce qui est minuscule à l'échelle cosmique, nous aurons multiplié notre durée d'existence par 3. Si nous survivons 1 milliard d'années, nous serons devenus quelque chose que notre esprit actuel ne peut même pas concevoir. Et si nous persistons pendant ces centaines de trillions d'années avant la mort thermique finale, nous aurions le temps de coloniser non pas quelques planètes, non pas quelques étoiles, non pas quelques galaxies, mais l'univers observable tout entier. Nous aurions le temps de devenir une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev, capable de maîtriser l'énergie d'une galaxie entière. Peut-être même de type 4, exploitant l'énergie de l'univers lui-même. À ce niveau, nous ne serions plus limités par les lois de la physique telles que nous les comprenons. Nous les aurions maîtrisées si complètement que nous pourrions les manipuler. Peut-être créer nos propres univers bulles, des domaines de réalité où les lois physiques sont différentes, où l'entropie elle-même peut être contrôlée.
peut-être même échapper à notre univers mourant en créant des portails vers d'autres cosmos, d'autres réalités. Cela semble de la science-fiction, mais rappelons chez nous, il y a seulement 150 ans, l'idée de voler était considérée comme impossible. Il y a 70 ans, nous pensions que l'espace était inaccessible. Il y a 30 ans, nous ne connaissions aucune planète en dehors de notre système solaire. Notre compréhension de ce qui est possible s'élargit exponentiellement. Ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait être banal dans 1000 ans. Mais cela soulève une autre question, peut-être la plus troublante de toutes. Si une civilisation peut vraiment atteindre ce niveau de développement, si elle peut vraiment survivre pendant des milliards ou des trillions d'années, maîtriser l'énergie des galaxies, manipuler les lois de la physique elle-même, où sont-elles? Nous cherchons des signaux extraterrestres depuis des décennies. Nous avons scruté des milliers d'étoiles, écouté des millions de fréquences radio. Nous avons analysé la lumière de milliers d'exoplanètes à la recherche de biosignatures, de traces d'activité technologique. Et nous n'avons trouvé que le silence. Le grand silence cosmique. C'est ce que nous appelons le paradoxe de Fermi. Si l'univers est si vaste, si ancien, si riche en planètes potentiellement habitables, où sont tous les autres? Où sont les civilisations avancées? Où sont les empires galactiques, les mégastructures stellaires, les signaux de communication traversant l'espace? Le silence suggère plusieurs possibilités, toutes également terrifiantes. Première possibilité, nous sommes seuls, vraiment, complètement seuls. La vie est si incroyablement rare, si improbable, qu'elle n'a émergé qu'une seule fois dans l'univers observable. Nous sommes un accident cosmique unique, la seule étincelle de conscience dans un océan de matière inerte. Cette idée est vertigineuse dans sa solitude. Elle signifie que si nous échouons, si nous nous détruisons, ou si nous ne parvenons pas à quitter la Terre avant que quelque chose nous élimine, la conscience disparaît de l'univers, peut-être pour toujours. Deuxième possibilité, la vie est commune, mais quelque chose empêche systématiquement les civilisations d'atteindre le stade interstellaire. Un filtre, quelque part dans l'évolution de la vie intelligente vers la colonisation spatiale. Peut-être que toutes les civilisations se détruisent dans des guerres nucléaires. Peut-être que le développement technologique entraîne inévitablement un effondrement écologique. Peut-être qu'il existe une raison physique fondamentale pour laquelle les voyages interstellaires sont impossibles. Quelque chose que nous n'avons pas encore découvert. Si c'est le cas, alors Mars, Proxima, Andromède ne sont pas nos destinations, ce sont nos illusions. Des rêves impossibles que nous poursuivons sans comprendre qu'il existe une barrière invisible que nous ne franchirons jamais. Troisième possibilité, les civilisations avancées existent, mais elles ne communiquent pas. Peut-être parce qu'elles ont transcendé leur forme physique, se sont téléchargées dans des simulations numériques infiniment plus intéressantes que l'univers physique. Peut-être parce qu'elles ont compris que révéler sa présence dans un univers hostile est dangereux. Peut-être parce que nous sommes comme des fourmis essayant de comprendre Internet, nos instruments trop primitifs pour détecter les communications d'êtres aussi avancés par rapport à nous que nous le sommes par rapport aux bactéries. Ou quatrième possibilité, la plus dérangeante, ils étaient là. Ils ont existé. Peut-être des millions de civilisations à travers l'histoire de l'univers. Mais elles sont toutes mortes. Toutes ont échoué. Toutes ont disparu sans laisser de traces que nous pourrions reconnaître. Et nous regardons un cimetière cosmique, un univers rempli de ruines que nous ne savons pas encore identifier. Chacune de ces possibilités transforme complètement le sens de notre voyage vers Mars, vers Proxima, vers Andromède. Si nous sommes seuls, alors c'est une responsabilité sacrée. Nous ne voyageons pas pour nous sauver nous-mêmes, mais pour sauver la conscience elle-même, le fait même que l'univers puisse se contempler. C'est un fardeau d'une gravité presque insupportable. Si nous faisons face à un filtre inévitable, alors chaque pas vers les étoiles est un défi lancé au destin, une rébellion contre les lois apparentes qui gouvernent le développement des civilisations. Notre survie devient un acte de défiance cosmique. Si d'autres existent, mais restent silencieux, alors nous avançons dans l'obscurité, ignorant des règles d'un jeu que nous ne comprenons pas encore. Peut-être nous dirigeons-nous vers un premier contact qui transformera tout. Peut-être vers un danger que les autres ont appris à éviter. Et si nous ne sommes qu'une civilisation de plus parmi tant d'autres qui ont échoué, alors notre voyage est une tragédie en cours. Une répétition d'un schéma cosmique qui s'est joué des millions de fois,
qui se terminera comme il s'est toujours terminé. Nous ne savons pas laquelle de ces possibilités est vraie. Et c'est peut-être ce qui est le plus terrifiant. Nous nous préparons à franchir ce pas immense, à quitter notre planète natale pour toujours, à nous disperser à travers les étoiles. Et nous le faisons dans une ignorance presque totale de ce qui nous attend. Mais voici ce que nous savons avec certitude. Si nous restons sur Terre, nous mourrons. Peut-être dans 100 ans à cause d'une catastrophe climatique. Peut-être dans 1000 ans à cause d'une collision avec un astéroïde. Peut-être dans 1 milliard d'années quand le Soleil, vieillissant, deviendra trop chaud pour que la Terre reste habitable. Mais nous mourrons. C'est garanti. Notre seule chance, aussi mince soit-elle, aussi impossible qu'elle paraisse, est de partir, de nous disperser, de devenir non pas une espèce planétaire, mais une espèce cosmique, de transformer l'humanité d'un accident biologique confiné à un seul monde en un phénomène qui traverse les galaxies. Et peut-être, dans des millions d'années, quand nos descendants auront oublié la forme même de nos corps, quand ils seront devenus des entités que nous ne reconnaîtrions pas comme humaines, peut-être qu'ils regarderont en arrière vers cette époque, vers nous, et ils se souviendront du moment où tout a changé. Le moment où une espèce de primate sur une planète insignifiant autour d'une étoile ordinaire a décidé de ne pas accepter son extinction, a décidé de se battre contre l'univers lui-même pour survivre. Ils se souviendront de Mars, de Proxima, d'Andromède, non pas comme des destinations, mais comme des symboles. Les premiers pas hésitants d'une espèce qui refusait de mourir. Mais dans le silence de cette nuit cosmique, alors que nous contemplons ces 3 destins impossibles, une dernière question demeure. Une question qui n'a pas de réponse, qui ne peut pas en avoir, mais qui doit être posée. Si nous réussissons, si nous survivons pendant des milliards d'années, si nous nous transformons en quelque chose de totalement nouveau, de totalement autre, aurons-nous gagné ou aurons-nous simplement retardé l'inévitable? Aurons-nous triomphé de l'univers ou aurons-nous seulement prolongé notre lutte contre un ennemi qui ne peut pas être vaincu, qui a tout le temps du monde, qui attend patiemment la mort thermique finale, où même nos descendants les plus étranges, les plus puissants, devront s'incliner devant l'entropie? Personne ne le sait. Personne ne peut le savoir. Et pourtant, nous devons choisir. Rester et mourir avec certitude. Ou partir et mourir peut-être, mais avec la possibilité infinitésimale que quelque chose de nous, quelque chose qui porte l'étincelle qui a commencé dans les océans terrestres il y a 4 milliards d'années, survive un peu plus longtemps dans l'obscurité qui vient. Ce n'est pas un choix facile, ce n'est pas un choix glorieux. C'est le choix d'une espèce qui a regardé dans l'abîme et a décidé, contre toute raison, contre toute évidence, de ne pas abandonner. Et peut-être, au final, c'est cela qui nous définit vraiment. Non pas notre intelligence, non pas notre technologie, non pas nos rêves de grandeur cosmique, mais cette obstination irrationnelle, cette incapacité fondamentale à accepter notre propre insignifiance, cette rage contre la nuit qui tombe. Mars nous attend, Proxima nous appelle. Andromède brille dans le ciel nocturne comme une promesse impossible. Et quelque part, dans le futur lointain, dans un endroit que nous ne pouvons pas imaginer, sous un ciel rempli d'étoiles que nous ne verrons jamais, nos descendants regarderont peut-être en arrière et se demanderont « Valait-il la peine de partir ?» Nous ne connaîtrons jamais leur réponse. Et nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers l'impossible, à travers ces 3 destins qui nous attendent peut-être, qui nous appellent certainement, qui nous terrifient absolument. Mars, si proche, et pourtant déjà hors de portée pour la plupart d'entre nous. Proxima, cette étoile rouge dont nous ne verrons jamais les planètes de nos propres yeux. Andromède, cette galaxie qui brille doucement dans la nuit, totalement, cruellement inaccessible à tout ce qui ressemble encore à l'humanité que nous connaissons. Mais avant de clore cette réflexion, avant de vous laisser au silence de vos propres pensées, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Quelque chose que nous avons effleuré tout au long de ce voyage, mais qu'il faut maintenant regarder directement, sans détourner les yeux. Ces 3 destinations ne sont pas vraiment des lieux. Ce ne sont pas des coordonnées sur une carte cosmique, des objectifs à atteindre, des territoires à conquérir. Non, ce sont des miroirs. 3 miroirs placés à des distances différentes, qui nous renvoient 3 versions différentes de nous-mêmes.
3 réponses différentes à la question la plus fondamentale que notre espèce ait jamais dû affronter. Qui sommes-nous quand nous ne sommes plus d'ici ? Mars est le miroir de notre pragmatisme, de notre survie immédiate. C'est le plan B quand la Terre devient inhabitable. C'est l'instinct le plus basique de tout organisme vivant. Fuir le danger, trouver un nouvel habitat, continuer à exister. Quand nous regardons vers Mars, nous nous voyons tels que nous sommes maintenant, fragiles, effrayés, mais déterminés. Des réfugiés cherchant un nouveau foyer, espérant que ce monde hostile peut être transformé en quelque chose qui ressemble assez à la maison pour que nous puissions appeler cela vivre. Mais nous avons vu les coups, les corps qui changeront, qui deviendront autre chose. Les générations qui grandiront dans des tunnels souterrains, respirant de l'air recyclé, ne voyant le ciel qu'à travers des dômes transparents. Les tempêtes de poussière qui dureront des mois. Le froid qui descendra à moins 100 degrés Celsius chaque nuit. La radiation qui s'infiltrera lentement dans chaque cellule, mutant l'ADN génération après génération, jusqu'à ce que nos descendants martiens ne soient plus tout à fait nous. Mars nous montre que la survie a un prix, que nous pouvons échapper à la destruction de la Terre, mais pas à notre propre transformation, que le refuge n'est pas un retour à la sécurité, mais une métamorphose forcée. Proxima Centauri est le miroir de notre ambition, de notre refus d'accepter les limites. C'est l'esprit qui a poussé les premiers humains à traverser les océans sans savoir ce qui les attendait de l'autre côté. C'est la curiosité devenue obsession, le besoin irrépressible de savoir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Quand nous regardons vers Proxima, nous nous voyons tels que nous rêvons d'être. Des explorateurs cosmiques, capables de franchir les abîmes entre les étoiles, de planter notre drapeau sur des mondes que personne n'a jamais foulés. Mais nous avons vu les impossibilités, les décennies de voyage dans l'obscurité absolue, les générations qui naîtront, vivront et mourront dans un vaisseau spatial, sans jamais connaître ni la Terre qu'elles ont quittée, ni la destination qu'elles n'atteindront jamais. L'énergie colossale nécessaire, équivalente à l'explosion de milliers de bombes thermonucléaires, les collisions avec des particules de poussière transformées en impacts dévastateurs par la vitesse relativiste, le silence radio qui durera des années entre chaque message, brisant tout lien significatif avec l'humanité d'origine. Proxima nous montre que l'ambition a un coût, que nous pouvons atteindre les étoiles, mais seulement en sacrifiant tout ce qui nous relie à notre point de départ. Que l'exploration ultime est aussi l'exil ultime. Et Andromède, cette galaxie lointaine, est le miroir de notre transcendance, ou de notre folie. C'est difficile de faire la différence. C'est le rêve le plus impossible, le fantasme d'une espèce qui refuse d'accepter que l'univers ait des limites qu'elle ne peut pas franchir. Quand nous regardons vers Andromède, nous ne nous voyons plus du tout. Nous voyons ce que nous pourrions devenir dans des millions d'années, des milliards peut-être, des entités si avancées, si transformées, que le mot humain ne s'applique plus vraiment. Et nous avons vu l'abîme qui nous sépare de ce rêve, 2,5 millions d'années-lumière, des distances qui ne peuvent être traversées par aucune technologie concevable, des voyages qui dureraient plus longtemps que l'existence de notre espèce jusqu'à présent, la nécessité de devenir quelque chose de totalement autre, de transcender peut-être la biologie elle-même, de nous transformer en êtres de pure information capables de voyager à la vitesse de la lumière ou de survivre dans le vide spatial pendant des éons. Andromède nous montre que la transcendance a le coût ultime, que nous pouvons conquérir l'univers, mais seulement en cessant complètement d'être ce que nous sommes, que le triomphe final est aussi la mort finale de notre identité. 3 miroirs, 3 versions de notre futur, 3 prix différents pour 3 types différents de survie. Et la question qui demeure, la question autour de laquelle tout ce documental a tourné sans jamais la poser directement, c'est celle-ci. Voulons-nous vraiment payer ces prix ? Parce que nous avons le choix. C'est facile de l'oublier dans tous ces discours sur l'inévitabilité, sur la nécessité de quitter la Terre, sur notre destin cosmique. Mais nous avons un choix. Nous l'avons toujours eu. Nous pourrions décider de rester, de vivre nos vies ici, sur cette planète bleue qui nous a donné naissance, de résoudre nos problèmes ici, plutôt que de fuir vers d'autres mondes, de consacrer les ressources colossales qu'exigerait la colonisation de Mars
à la réparation de la Terre. De choisir consciemment d'accepter que notre espèce, comme toutes les espèces avant nous, aura une durée de vie finie, que nous brillerons intensément pendant notre temps, puis nous éteindrons, laissant la place à ce qui viendra après. Il y a une dignité dans ce choix, une acceptation de notre place dans l'ordre naturel, un refus de la hubris qui nous fait croire que nous sommes spéciaux, que nous méritons de survivre alors que des millions d'autres espèces ont disparu. Une humilité cosmique qui reconnaît que l'univers existait parfaitement bien avant nous et continuera parfaitement bien après nous. Certains philosophes arguent que c'est le choix le plus éthique, que notre obsession de la survie nous rend aveugles aux destructions que nous causons maintenant, ici dans notre quête désespérée d'échapper aux conséquences de nos actions. Que chaque milliard investi dans la colonisation de Mars est un milliard qui n'est pas investi dans la protection des écosystèmes terrestres. Que notre rêve des étoiles est une distraction dangereuse qui nous empêche de faire face aux crises immédiates qui menacent notre survie bien avant que le Soleil ne devienne trop chaud ou qu'un astéroïde ne frappe. Ils ont peut-être raison. Je ne sais pas. Personne ne le sait vraiment. Mais voici ce que je sais. Voici ce que l'histoire de la vie sur Terre nous enseigne, encore et encore, depuis 4 milliards d'années. La vie ne reste jamais en place. Elle ne se contente jamais de ce qu'elle a. Elle pousse toujours vers l'extérieur, vers le haut, vers le nouveau. Les premières bactéries n'avaient aucune raison de développer la photosynthèse. Elles survivaient très bien dans leur source hydrothermale océanique. Mais elles l'ont fait quand même, et ont transformé l'atmosphère terrestre. Les premiers poissons n'avaient aucune raison de ramper sur la terre ferme. L'océan était leur domaine, parfaitement adapté à leurs besoins. Mais ils l'ont fait quand même, et ont conquis les continents. Les premiers mammifères n'avaient aucune raison de descendre des arbres et de marcher debout dans la savane dangereuse. Mais ils l'ont fait quand même, et sont devenus nous. À chaque étape, le choix raisonnable aurait été de rester, de ne pas prendre le risque, d'accepter les limites de l'environnement actuel. Et à chaque étape, la vie a choisi de partir quand même. Nous sommes les héritiers de 4 milliards d'années de cette impulsion, de ce refus fondamental d'accepter que ici est tout ce qu'il y a. C'est inscrit dans nos gènes. Littéralement, nous sommes les descendants de ceux qui ont toujours choisi d'explorer, de migrer, de chercher ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Alors peut-être que nous n'avons pas vraiment le choix. Pas parce que c'est rationnel, pas parce que c'est la meilleure décision économique ou éthique, mais parce que c'est ce que nous sommes. Une espèce qui regarde les étoiles et demande pourquoi pas. Mais reconnaissons au moins l'ampleur de ce que nous envisageons. Soyons honnêtes sur les sacrifices impliqués. Si nous allons sur Mars, nous créons une nouvelle branche de l'humanité qui deviendra progressivement étrangère à nous. Dans 1000 ans, les Martiens et les Terriens pourraient ne plus pouvoir se reproduire ensemble. Dans 10 000 ans, ils pourraient ne plus se reconnaître comme la même espèce. Nous ne créons pas une colonie. Nous créons une divergence évolutive. Si nous allons vers Proxima, nous créons des îlots de conscience humaine séparés par des abîmes de temps et d'espace si vastes que toute communication significative devient impossible. Nous fragmentons l'humanité en civilisations isolées qui évolueront indépendamment, développeront leur propre culture, leurs propres valeurs, peut-être même leur propre biologie. Dans 1 million d'années, l'humanité ne sera plus une espèce, mais une famille d'espèces cousines dispersées à travers la galaxie. Et si nous rêvons d'Andromède, nous acceptons que ce ne sera pas nous qui y arriverons, ni nos enfants, ni leurs enfants, ni aucun descendant que nous reconnaîtrions. Ce sera quelque chose d'autre, quelque chose né de nous, mais transformé au-delà de toute reconnaissance. Des entités post-humaines pour qui nous serons des ancêtres aussi primitifs et éloignés que les poissons le sont pour nous. Est-ce de la survie? Ou est-ce une forme d'extinction, juste plus lente, plus complexe? Je pose la question, mais je n'ai pas de réponse. Personne ne l'a. C'est une question qui n'a peut-être pas de réponse objective. Seulement des choix subjectifs que nous devons faire en tant qu'espèce. Mais voici ce qui me hante dans le silence de la nuit, quand je contemple ces étoiles froides et indifférentes. Nous sommes peut-être la seule chance de l'univers de se comprendre lui-même. Si le paradoxe de Fermi nous enseigne quelque chose, c'est que la conscience intelligente est incroyablement rare, peut-être unique,
L'univers a existé pendant 13 milliards 800 millions d'années avant de produire quelque chose capable de mesurer son âge, de calculer sa taille, de comprendre ses lois. Et maintenant que cette chose existe, maintenant que l'univers a enfin ouvert les yeux à travers nous, allons-nous simplement accepter qu'il se referme? Allons-nous laisser ce moment fugace de conscience s'éteindre sans résistance, permettant à l'univers de retomber dans son sommeil éternel? Il y a quelque chose de tragique dans cette perspective, quelque chose qui ressemble à un gaspillage cosmique. L'univers s'est organisé, contre toute probabilité thermodynamique, en structures de plus en plus complexes. Des particules élémentaires aux atomes, des atomes aux molécules, des molécules aux cellules, des cellules aux organismes multicellulaires, des organismes aux civilisations. Une échelle ascendante de complexité et d'organisation qui défie l'entropie, qui lutte contre la tendance naturelle vers le désordre. Et au sommet de cette échelle, pour l'instant du moins, nous, capables non seulement de vivre, mais de comprendre, de ne pas seulement exister, mais de contempler notre propre existence, de ne pas seulement subir les lois de la physique, mais de les découvrir, de les formuler mathématiquement, de les utiliser pour transformer le monde. Laisser cela disparaître sans lutte semble incorrect. Pas moralement incorrect peut-être, mais cosmiquement incorrect. Comme interrompre une symphonie au milieu, éteindre une lumière qui vient tout juste de s'allumer. Alors peut-être que notre voyage vers Mars, vers Proxima, vers Andromède n'est pas vraiment pour nous. Peut-être que c'est pour l'univers lui-même, pour préserver cette improbable flamme de conscience aussi longtemps que possible. Pour résister à l'entropie, non pas parce que nous pouvons gagner, nous savons que nous ne le pouvons pas, mais parce que la résistance elle-même a une valeur. Parce que chaque moment supplémentaire de conscience, chaque nouvelle découverte sur la nature de la réalité, chaque expérience de beauté ou de merveille justifie les coûts. C'est peut-être présomptueux, c'est peut-être de la rationalisation, une tentative de donner un sens noble à ce qui est simplement notre instinct animal de survie habillé en grandeur cosmique. Je ne sais pas. Mais quand je regarde le ciel nocturne, quand je vois Mars briller comme un point orange, quand je cherche des yeux la faible lumière de Proxima Centauri invisible sans télescope, quand je trouve la tache floue d'Andromède à peine discernable, je ressens quelque chose. Ce n'est pas de l'espoir exactement. L'espoir impliquerait une attente de succès. Et je ne suis pas sûr que le succès soit possible. Ce n'est pas non plus du désespoir. Le désespoir impliquerait l'abandon. Et quelque chose en moi refuse d'abandonner. C'est plutôt de la défiance. Une obstination irrationnelle face à l'impossible. Un refus d'accepter que les limites qui semblent absolues le sont vraiment. Une rage silencieuse contre l'idée que nous devrions simplement accepter notre extinction parce qu'elle est inévitable. Et peut-être que c'est cela, au final, qui nous définit vraiment comme espèce. Pas notre intelligence qui est simplement un outil, pas notre technologie qui est simplement l'application de cette intelligence, mais cette qualité particulière, ce défaut peut-être, qui nous fait regarder l'impossible et dire « essayons quand même ». Les dinosaures ont régné sur Terre pendant 165 millions d'années, 1000 fois plus longtemps que nous n'avons existé en tant qu'espèce. Et quand l'astéroïde est tombé, ils n'ont rien pu faire. Ils n'avaient pas les outils conceptuels pour même comprendre ce qui leur arrivait. Ils ont simplement disparu, effacés par un univers indifférent. Nous avons quelque chose qu'ils n'avaient pas. La capacité de voir le danger venir, la capacité de comprendre les mécanismes de notre propre extinction potentielle. Et peut-être, juste peut-être, la capacité de faire quelque chose à ce sujet. Pas de garantie, pas de certitude, juste une possibilité infinitésimale que nous pourrions être l'espèce qui survit. L'exception à la règle cosmique, la conscience qui refuse de s'éteindre. Mars nous attend comme première étape, hostile, dangereuse, transformatrice, mais atteignable. À notre portée, avec la technologie d'aujourd'hui, si nous trouvons la volonté collective. Proxima nous appelle comme défi ultime de cette ère. Impossible avec nos moyens actuels, mais peut-être pas impossible absolument. Un objectif qui nous forcera à devenir meilleurs, plus intelligents, plus créatifs que nous ne l'avons jamais été. Et Andromède brille dans la nuit comme un rêve lointain.
inaccessible à tout ce qui ressemble encore à nous, mais peut-être accessible à ce que nous pourrions devenir. Un rappel que notre évolution n'est pas terminée, que nous ne sommes pas le point final de 4 milliards d'années de vie sur Terre, mais une étape transitoire vers quelque chose d'autre. 3 destinations, 3 transformations, 3 façons différentes de dire au cosmos « Nous refusons de disparaître silencieusement ». Et pendant que vous êtes allongé là, dans l'obscurité, écoutant ces mots, peut-être que vous regardez par la fenêtre vers le ciel nocturne. Peut-être que vous voyez les étoiles, ces pointes de lumière qui ont voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires pour atteindre vos yeux. Chacune un soleil comme le nôtre, beaucoup avec leur propre planète. Certaines peut-être avec leur propre vie, leur propre conscience, leur propre lutte contre l'extinction. Ou peut-être pas. Peut-être que nous sommes vraiment seuls, la seule lumière dans l'obscurité. Dans les 2 cas, nous avons une décision à prendre. Pas demain, pas dans 1000 ans, maintenant. Cette génération, celle qui vit en ce moment même, qui écoute ces mots, qui contemple ces possibilités. Parce que les fenêtres d'opportunité ne restent pas ouvertes éternellement. Le changement climatique accélère. Les ressources s'épuisent. Les tensions géopolitiques augmentent. Chaque année que nous attendons, la colonisation de Mars devient plus difficile, pas plus facile. Chaque décennie perdue à des conflits et à la division nous éloigne de la possibilité d'atteindre les étoiles. Il existe un scénario où nous ne partons jamais, où nous restons divisés, distraits, incapables de mobiliser les ressources et la volonté collective nécessaires. Où nous nous détruisons dans des guerres stupides pour des ressources terrestres pendant que l'univers entier attend inexploré. Où dans 1000 ans, il ne reste rien de nous qu'une fine couche de déchets plastiques dans le registre géologique. Une anomalie temporaire dans l'histoire d'une planète qui continuera très bien sans nous. Ce serait la vraie tragédie. Pas que nous mourions. Toutes les espèces meurent, mais que nous mourions sans avoir essayé. Que nous ayons eu la capacité de comprendre l'univers, de calculer les trajectoires vers d'autres mondes, de rêver d'Andromède, mais que nous n'ayons jamais trouvé le courage de transformer ces rêves en réalité. Alors peut-être que ce documental n'est pas vraiment sur Mars, Proxima et Andromède. Peut-être qu'il est sur un choix, sur une bifurcation dans le chemin évolutif de notre espèce. Nous pouvons devenir l'espèce qui regarde les étoiles et dit « trop loin, trop difficile, trop effrayant », qui se recroqueville sur elle-même, qui se contente de ce qu'elle a, qui accepte les limites. Ou nous pouvons devenir l'espèce qui regarde les étoiles et dit « d'accord, c'est impossible, faisons-le quand même ». Je ne peux pas vous dire quel choix est-ce le bon. Je ne peux que vous dire que le choix existe et que le silence que vous entendez maintenant, le silence entre mes mots, le silence de la nuit cosmique, attend votre réponse. Les étoiles ne se soucient pas de notre décision. L'univers continuera, indifférent, que nous survivions ou non. Dans 1 milliard d'années, quand le Soleil aura rendu la Terre inhabitable, notre choix d'aujourd'hui n'aura d'importance que si nous avons choisi de partir. Sinon, ce sera comme si nous n'avions jamais existé. Mais pour nous, ici, maintenant, dans ce moment fragile et précieux de conscience, notre choix est tout ce qui existe. C'est la seule chose qui donne un sens à ces millions d'années d'évolution qui nous ont amenés de la boue primordiale jusqu'ici. Alors je vous laisse avec cette pensée, avec cette image. Quelque part dans le futur, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000, peut-être jamais, un être se tient sur une surface qui n'est pas la Terre. Peut-être le sol rouge de Mars. Peut-être une plateforme orbitale autour de Proxima Centauri B. Peut-être, dans un futur inimaginablement lointain, un monde dans Andromède. Cet être regarde vers le ciel. Et là, parmi les étoiles inconnues, il cherche un point de lumière particulier. Une étoile jaune ordinaire dans une spirale lointaine. Le soleil, la maison, l'origine. Et il pense à vous, à nous, aux anciens qui ont fait le choix de partir, qui ont rendu ce moment possible, qui ont refusé d'accepter que l'humanité mourrait sur une seule planète. Ou peut-être que cet être n'existe jamais. Peut-être que ce moment ne vient jamais. Peut-être que nous choisissons différemment. Et l'univers continue, éternellement silencieux, éternellement vide de conscience. Les 2 futurs existent en potentiel, en superposition quantique, attendant que nos actions les fassent s'effondrer dans la réalité. Mars, Proxima, Andromède. 3 noms,
3 lumières dans l'obscurité, 3 possibilités, 3 versions du futur qui pourraient être, si nous trouvons le courage de les atteindre. Le voyage est long, le prix est élevé, le succès n'est pas garanti, mais quelque part dans le silence de cette nuit, les étoiles attendent. Et la question demeure, allons-nous partir ?